Je m'attendais à la honte en entrant au tribunal sous les flashs. Mais la question d'une juge a tout changé, elle a terrassé mon mari, ma belle-mère et leur avocat, révélant enfin le secret que je cachais depuis 5 ans. Les caméras commencèrent à flasher avant même que j'atteigne les marches du palais de justice. Je les comptais dans ma tête. 1, 2, 3, 4. Une habitude que j'avais développée au cours des 5 dernières années chaque fois que l'anxiété tentait de me monter à la gorge. 4 photographes, 2 caméras vidéo, et ce qui ressemblait à un reporter de la chaîne d'information locale. Tout cela arrangé par Madame Fournier, sans aucun doute. Elle voulait que le monde voie ça. Elle voulait que mon humiliation soit documentée, préservée, partagée sur les réseaux sociaux où ses amis du club de golf pourraient me voir me faire déchirer au tribunal. Je portais une simple robe bleu marine, rien d'extravagant, rien qui criait le désespoir ou les efforts excessifs. Mes cheveux étaient tirés en un chignon net, et je portais un mince dossier unique. Anodin. Je ressemblais exactement à ce qu'ils attendaient, une femme sur le point de tout perdre. Les portes du palais de justice me semblaient plus lourdes qu'elles n'auraient dû l'être. À l'intérieur, les sols en marbre résonnaient des pas et des conversations étouffées. Mon avocate m'avait dit d'arriver 15 minutes plus tôt, mais lorsque j'entrais dans la salle d'audience 4B, le côté de Gaspard était déjà plein. Madame Fournier était assise au premier rang derrière la table des accusés, vêtue d'un tailleur Chanel crème qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 3 mois. Ses perles captaient la lumière fluorescente alors qu'elle se tournait pour me regarder entrer. Ce sourire. Mon Dieu, ce sourire. C'était le même qu'elle m'avait donné à chaque dîner de famille, à chaque fête. Chaque fois qu'elle me rappelait que je n'étais pas assez bien pour son fils. Gaspard était assis à côté de son avocat, Maître Antoine Leclerc, à la table en bois poli. Maître Leclerc était exactement ce que l'on imagine d'un avocat de divorce de haut vol. Cheveux argentés, costume coûteux, yeux froids qui calculaient votre valeur en quelques secondes. Il avait 3 dossiers en cuir empilés devant lui, chacun épais de documents. Des preuves, je suppose. La preuve que j'étais une croqueuse de diamants, une femme qui avait épousé au-dessus de sa condition et n'avait rien contribué, quelqu'un qui méritait de repartir avec rien d'autre que sa honte. Gaspard ne me regarda même pas quand j'entrais. Il faisait défiler son téléphone, sa mâchoire serrée de cette manière particulière. Cela signifiait qu'il était agacé. Probablement agacé que cela lui prenne du temps de son travail ou de la personne avec qui il couchait ce mois-ci. Son costume était parfaitement ajusté. Gris anthracite, chemise blanche impeccable, cravate bordeaux. Il avait l'air du promoteur immobilier prospère qu'il était. L'homme qui construisait des choses, l'homme qui comptait. Je m'assis seul à ma table. Mon avocate arriverait bientôt, on me l'avait promis. Je posai mon mince dossier sur la table et croisai les mains dessus. Derrière moi, j'entendis des chuchotements. Madame Fournier avait amené des amis. Bien sûr qu'elle l'avait fait. C'était un divertissement pour eux. La pauvre fille qui avait piégé leur garçon en or obtenait enfin ce qu'elle méritait. Tous debout pour l'honorable juge Hélène Rousseau. Tout le monde se leva. Le bruissement des tissus, le raclement des chaises, l'inspiration collective alors que la juge entrait. Elle était plus petite que je l'avais imaginé en lisant sur elle en ligne. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de bouger qui commandait l'attention. Sa robe sombre traînait derrière elle alors qu'elle prenait place sur le banc. Et quand elle regardait la salle d'audience, ses yeux ne rataient rien. « Veuillez vous asseoir, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Affaire numéro 2024 des 8847. Dubois contre Fournier. Les 2 parties sont-elles présentes? Oui, votre honneur. Maître Antoine Leclerc se leva en douceur. Maître Antoine Leclerc représentant Gaspard Fournier. Mon avocate, qui venait de se glisser par la porte arrière, se leva rapidement. Maître Léa Chénier représentant Claire Dubois. Votre honneur, la juge Rousseau hocha la tête, prenant des notes. Avant de commencer, je veux que quelque chose soit clair. J'ai examiné les premières déclarations des 2 parties, et j'attends de cette procédure qu'elle soit menée avec honnêteté et respect. Je n'ai aucune patience pour les théâtreries ou les pertes de temps. Est-ce compris? Oui, votre honneur, dirent les 2 avocats à l'unisson. Maître Leclerc, vous pouvez commencer. Maître Antoine Leclerc se leva, boutonnant sa veste avec une aisance habituelle. Il se dirigea vers le centre de la salle d'audience comme s'il en était le propriétaire. Votre honneur, c'est une affaire simple.
Mon client, Gaspard Fournier, a contracté mariage avec Claire Dubois il y a 5 ans avec une affection et un espoir sincère pour un avenir commun. Malheureusement, ce mariage est irréparablement brisé. Il fit une pause, me regardant avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. C'était un acte. Tout chez Maître Antoine Leclerc était un acte. Pendant leur mariage, Monsieur Fournier a bâti une entreprise de promotion immobilière prospère à partir de rien. Il a travaillé 70, parfois 80 heures par semaine pour offrir un style de vie confortable à sa femme. Mademoiselle Dubois, quant à elle, a poursuivi ce qu'elle appelait une carrière indépendante à domicile, un travail de graphisme sporadique qui a contribué minimalement aux revenus du ménage. Je gardais un visage neutre. J'avais pratiqué cela. 5 ans de pratique, en fait. Mademoiselle Dubois a demandé un partage équitable des biens, affirmant qu'elle a droit à la moitié de tout ce que mon client a construit grâce à son travail acharné et ses sacrifices. Votre honneur, les preuves montreront que Mademoiselle Dubois a épousé mon client pour la sécurité financière, a peu contribué au mariage et cherche maintenant à profiter de sa dissolution. Madame Fournier hochait la tête au premier rang. Son sourire s'était élargi. Gaspard ne m'avait toujours pas regardé. Maître Antoine Leclerc retourna à sa table et souleva l'un des épais dossiers. J'ai ici des documents qui montrent la disparité financière entre monsieur. Maître Leclerc, la juge Rousseau l'interrompit, sa voix coupant à travers sa présentation comme un couteau. Avant que vous ne continuiez, j'ai une question pour votre client. Maître Antoine Leclerc fit une pause, momentanément déséquilibrée. Bien sûr, votre honneur. La juge Rousseau regarda directement Gaspard. Monsieur Fournier, pouvez-vous expliquer l'acte de propriété pour la place commerciale de la Rive, numéro 847 ? Le tribunal devint silencieux. Ce genre de silence particulier qui se produit lorsque tout le monde arrête de respirer en même temps. Je regardais le visage de Gaspard. J'avais mémorisé chacune de ses expressions pendant 5 ans. Celle qu'il utilisait pour les associés d'affaires, celle pour sa mère, celle qu'il avait utilisée sur moi quand nous étions seuls et qu'il voulait que je me sente petite. Mais cette expression était nouvelle. Ses sourcils se froncèrent légèrement, sa mâchoire se serra, sa main, qui reposait nonchalamment sur la table, se referma en un point. Je suis désolé, votre honneur, sa voix était stable, mais j'attrapais la légère inflexion à la fin. Confusion, peut-être le premier murmure d'inquiétude. La propriété au 847 place commerciale de la Rive, répéta la juge Rousseau, regardant des papiers sur son banc. Pouvez-vous expliquer la structure de propriété de cette propriété et quand elle a été acquise ? Le sourire de Madame Fournier vacilla juste une seconde. Juste assez longtemps pour que je voie la fissure dans son masque. Le visage de Maître Antoine Leclerc était devenu pâle. Vraiment pâle. L'avocat confiant qui était entré dans cette salle d'audience prêt à me détruire avait maintenant l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Votre honneur, dit Maître Leclerc, sa voix prudente maintenant mesurée. Je ne suis pas sûr de comprendre la pertinence de. La pertinence deviendra claire, Maître Leclerc, dit la juge Rousseau, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Monsieur Fournier, j'attends une réponse. Gaspard jeta un coup d'œil à Maître Leclerc, puis à sa mère, puis finalement, enfin à moi. Nos regards se croisèrent à travers la salle d'audience. À ce moment, je le vis arriver. La réalisation, la compréhension que quelque chose s'était terriblement mal passé avec son plan. Cette propriété a été achetée par ma société, dit Gaspard lentement. Il y a environ 3 ans, si je me souviens bien. Et qui est inscrit comme propriétaire principal sur l'acte, Monsieur Fournier ? Le silence s'étira. Quelqu'un toussa à l'arrière de la salle. Madame Fournier avait complètement cessé de sourire maintenant. Sa main agrippait ses perles comme si elle pouvait la sauver. J'aurais besoin de revoir la documentation spécifique, votre honneur, dit Gaspard. Alors laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, dit la juge Rousseau, soulevant un papier de son banc. Selon l'acte déposé à la préfecture, la propriété est enregistrée au nom de votre épouse, Claire Dubois. Une propriété achetée pour 2,3 millions d'euros, entièrement à son nom, avec votre signature sur les documents de transfert. Maître Antoine Leclerc se leva brusquement. Votre honneur, je voudrais demander un aparté immédiatement. Requête rejetée, dit calmement la juge Rousseau. Monsieur Fournier, avez-vous mis une propriété de 2,3 millions d'euros au nom de votre épouse ? La salle d'audience éclata en chuchotement.
5 ans plus tôt, je me tenais dans la suite nuptiale du Grand Hôtel des Roses, me regardant dans le miroir tandis que 3 femmes que je connaissais à peine ajustaient mon voile. La robe était magnifique. Je devais l'admettre. Soie ivoire avec de délicates manches en dentelle, parfaitement ajustées parce que Madame Fournier avait insisté pour m'emmener chez sa couturière personnelle. Elle avait payé la robe aussi, ce qui signifiait qu'elle l'avait choisie. Pas trop moderne, pas trop traditionnelle, élégante, mais pas tapa accent grave-l'œil. Exactement le genre de robe qu'une femme épousant au-dessus de sa condition devait porter. Tu es parfaite, ma demoiselle d'honneur chuchota. Léa était ma seule véritable amie dans la pièce. Les 2 autres demoiselles d'honneur étaient les cousines de Gaspard, des filles qui m'avaient à peine parlé pendant les fiançailles. J'avais l'air parfaite. C'était le problème. Je ressemblais à quelqu'un d'autre entièrement. Gaspard et moi nous étions rencontrés dans un café 2 ans avant le mariage. Je travaillais sur un logo pour une boulangerie locale, mon ordinateur portable étalé sur une table d'angle. Quand il avait demandé s'il pouvait partager la prise, il était charmant. Drôle, il avait posé des questions sur mon travail avec un intérêt sincère ou ce qui semblait être un intérêt sincère. Quand il avait demandé mon numéro, j'avais senti quelque chose me flotter dans la poitrine que je n'avais pas ressenti depuis des années. Les 6 premiers mois furent merveilleux. Il m'emmena dans de bons restaurants, écouta quand je parlais de mes projets de design, me présenta à ses amis. Quand il proposa sur une plage de la Côte d'Azur, j'avais pleuré des larmes de joie. Des vraies. Puis j'ai rencontré Madame Fournier. Le premier dîner au domaine familial Fournier eut lieu 3 semaines après les fiançailles. La maison était immense. Colonnes blanches, jardin manucuré, une allée qui semblait s'étirer à l'infini. Madame Fournier nous accueillit à la porte vêtue de vêtements qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture. « Alors, vous êtes la graphiste » avait-elle dit, souriant d'une manière qui n'atteignait pas ses yeux. Comme c'est pittoresque. Tout au long du dîner, elle avait posé des questions qui semblaient polies, mais qui atterrissaient comme de petites coupures. Où vivait votre famille? Que faisait votre père? Une petite école avant l'université d'État? Quelle ingéniosité! Avez-vous grandi dans une maison ou un appartement? Gaspard m'avait serré la main sous la table, et je m'étais dit que sa mère avait juste besoin de temps pour s'habituer à moi. J'étais si stupide. Le mariage fut magnifique, coûteux et exactement ce que Madame Fournier voulait. 300 invités, la plupart d'entre eux que je n'avais jamais rencontrés, un quatuor à cordes, des fleurs expédiées d'Équateur. J'avais voulu quelque chose de plus petit, de plus intime. Mais Madame Fournier avait expliqué, de cette voix patiente qu'elle utilisait pour parler aux enfants, que la famille Fournier avait une réputation à maintenir. Notre lune de miel en Grèce aurait dû être parfaite. Gaspard passa la majeure partie sur son téléphone, gérant des urgences professionnelles qui ne pouvaient pas attendre. Quand j'ai suggéré que nous explorions l'île ensemble, il avait soupiré et dit que je ne comprenais pas à quel point il travaillait dur pour s'offrir des voyages comme celui-ci. C'était une petite chose, facile à ignorer. Je l'ignorais. La première année de mariage fut une éducation à l'invisibilité. Nous emménageâmes dans une maison que Gaspard avait choisie, une maison moderne de 4 chambres dans un quartier cher. Madame Fournier en avait décoré la majeure partie avant même que nous n'emménagions, disant qu'elle voulait nous aider à nous installer. Mes suggestions furent accueillies par des sourires crispés et de douces redirections. Les coussins décoratifs que j'avais achetés étaient trop colorés. Les œuvres d'art que j'avais choisies étaient trop abstraites. Finalement, j'ai arrêté de suggérer quoi que ce soit. Le travail de Gaspard le consumait. Des semaines de 70 heures, il l'avait dit au tribunal aujourd'hui, et cette partie était vraie. Il construisait son entreprise de promotion immobilière, et cela exigeait tout de lui. Je l'ai compris. J'ai essayé d'être de soutien, mais le soutien n'était jamais suffisant. As-tu vraiment brûlé le rôti, m'avait-il demandé un soir, debout dans notre cuisine, fixant le dîner que j'avais passé 3 heures à préparer. Ma mère le fait parfaitement à chaque fois. J'ai suivi la recette exactement, avais-je dit doucement. Peut-être que la cuisine n'est pas ton point fort, avait-il répondu, sortant déjà son téléphone pour commander à emporter. Tiens-toi à tes petits projets informatiques. Mes petits projets informatiques, c'est comme ça qu'il les appelait. Jamais mon travail, jamais ma carrière, juste de petits projets que je faisais pour m'occuper. Madame Fournier visitait tous les jeudis. Elle entrait avec la clé que Gaspard lui avait donnée,
arrivant toujours juste après le déjeuner. Elle parcourait la maison, passant son doigt sur les surfaces, réarrangeant les choses, offrant des conseils que je ne demandais jamais. Le salon est encombré, ma chère. Moins c'est plus. Ce pantalon est un peu trop serré, n'est-ce pas? Le père de Gaspard a toujours apprécié que je garde ma ligne. Tu devrais vraiment apprendre à faire ses plats préférés. Une femme qui ne sait pas cuisiner est un tel fardeau. J'ai commencé à cacher mon travail de design quand elle venait. La seule fois où elle avait vu mon portfolio ouvert sur mon ordinateur portable. Elle avait ri, vraiment ri, et dit à quel point c'était agréable que j'ai des passe-temps. 9 mois après le mariage, j'ai trouvé le premier message. Gaspard avait laissé son téléphone sur le comptoir de la salle de bain pendant qu'il prenait sa douche. Il s'est allumé avec un aperçu de texte. Juste un aperçu, mais suffisant. Hier soir, c'était incroyable. Quand puis-je te revoir? Le nom de l'expéditeur était Chloé avec un emoji cœur. Mes mains tremblèrent en ramassant le téléphone. Je connaissais son code d'accès, notre date de mariage. J'ai ouvert le fil de discussion et fait défiler vers le haut. Des semaines de messages, de flirts, de projets de rencontres, des photos que je ne pouvais pas me résoudre à regarder de trop près. J'ai entendu la douche s'arrêter. J'ai remis le téléphone exactement là où il avait été, suis descendu et me suis assise sur le canapé de notre salon parfaitement décoré. Quelque chose de froid s'installa dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose d'autre, quelque chose de calculateur. Quand Gaspard est descendu, les cheveux encore humides. Je lui ai demandé comment sa journée s'était passée. Épuisante, avait-il dit, sans lever les yeux de son téléphone ou le téléphone rempli de messages de Chloé. J'ai une autre réunion tardive demain soir. D'accord, avais-je dit, je te garderai le dîner. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, je suis allé dans notre bureau à domicile et j'ai créé un nouveau dossier sur mon ordinateur portable. Je l'ai étiqueté plan de jardin parce que Gaspard ne prêtait jamais attention à ce sur quoi je travaillais. À l'intérieur de ce dossier, j'ai créé un document et l'ai intitulé chronologie. J'ai noté la date, le nom Chloé. Des captures d'écran de chaque message dont je pouvais me souvenir. Puis je suis retourné me coucher et me suis allongé à côté de mon mari, fixant le plafond, comptant mes respirations. 1, 2, 3, 4. Le lendemain matin, je lui ai préparé le petit déjeuner. Des œufs exactement comme il les aimait. Café avec de la crème, pas de sucre. Je l'ai embrassé au revoir quand il est parti travailler. Puis je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés dans le divorce. Pas pour en engager un, pas encore, juste pour comprendre, pour apprendre quelles preuves comptaient, ce qui intéressait les tribunaux, comment me protéger. J'ai trouvé des forums où des gens partageaient leurs histoires. Des femmes qui avaient tout perdu parce qu'elles n'avaient pas été préparées. Des hommes qui avaient réussi à cacher des biens. Des avocats qui expliquaient l'importance de la documentation, des traces écrites, des preuves. J'ai appris que dans notre région, l'infidélité n'avait pas beaucoup d'importance dans les procédures de divorce à moins de pouvoir prouver qu'elle avait coûté des biens matrimoniaux. J'ai appris sur les biens communautaires, sur la façon dont les entreprises étaient évaluées, sur les comptes cachés et les stratégies de protection des biens. Je suis devenu une étudiante en droit du divorce sans jamais consulter un seul avocat. 3 semaines plus tard, Madame Fournier est venue pour sa visite du jeudi. Elle a réorganisé mes placards de cuisine et m'a dit que Gaspard semblait stressé ces derniers temps, que je devais être plus attentive à ses besoins, que le mariage exigeait des sacrifices. J'ai souri et hoché la tête et lui ai offert du thé. Après son départ, j'ai ajouté ses commentaires à ma chronologie. J'ai commencé un nouveau document. Madame Fournier, interaction et interférence. J'avais fini d'être invisible. J'allais disparaître complètement jusqu'au moment où je choisirais d'être vu. La 2e année de mariage fut celle où j'ai perfectionné l'acte. Je suis devenue plus calme, plus douce. J'ai arrêté de me disputer sur les petites choses, où nous passions les vacances, quels amis nous voyons, comment Madame Fournier réarrangeait mes meubles chaque semaine. Gaspard remarqua le changement et sembla ravi. Sa mère commenta que je m'installais enfin dans le rôle d'épouse Fournier. Il n'avait aucune idée que je montais un dossier contre eux, un documenté pièce par pièce avec soin. Chloé dura 4 mois avant que Gaspard ne passe à quelqu'un de nouveau. Je savais le jour exact où cela s'était terminé parce que la fréquence des messages avait changé.
Les SMS de Chloé passèrent de quotidien à désespéré à rien. Puis un nouveau nom apparut. Sophie. Sophie travaillait dans la gestion de propriétés commerciales. Elle était blonde, ambitieuse et 13 ans plus jeune que moi. Gaspard prenait des pauses déjeuner plus longues. Il commença à aller plus souvent à la salle de sport, ce qui aurait été amusant si ce n'était pas si prévisible. Je photographiais chaque reçu qu'il laissait traîner. Je notais chaque nuit tardive au bureau, chaque dépense inexpliquée sur nos relevés de cartes de crédit. Le dossier et plan de jardin sur mon ordinateur portable s'épaississait, mais les liaisons n'étaient que la surface. Ce que j'ai découvert en dessous était bien pire. Cela commença par une conversation que je n'étais pas censé entendre. Le bureau à domicile de Gaspard partageait un mur avec notre chambre. L'isolation était bonne, mais pas parfaite. Une nuit vers 23 heures, je me suis réveillé pour aller aux toilettes et j'ai entendu sa voix à travers le mur. Il était au téléphone et il avait l'air en colère. Je me fiche de ce qu'il faut. Fais disparaître les documents. On ne peut pas laisser la mairie découvrir les rapports d'inspection. Je me tins immobile dans l'obscurité, respirant à peine. Les problèmes de fondation sur le projet de la rive ne sont plus mon problème une fois les unités vendues. C'est pourquoi nous formons des SCI. Rappelle-toi, la responsabilité limitée signifie une responsabilité limitée. La rive. Je connaissais ce projet. Il y travaillait depuis 8 mois. Un développement commercial en centre-ville. Il avait mentionné que c'était sa plus grosse affaire à ce jour. Je me glissais plus près du mur. Procure-moi juste des documents propres montrant que les inspections ont été passées. Je me fiche que tu doives payer l'inspecteur. Nous clôturons dans 2 semaines et j'ai des acheteurs en ligne qui ne posent pas de questions. Mon cœur battait dans ma poitrine. Ce n'était pas une liaison. C'était de la fraude. Après qu'il ait raccroché, j'ai attendu 30 minutes avant de retourner me coucher. Gaspard est entré 20 minutes plus tard, se glissant sous les couvertures sans un mot. J'ai fait semblant de dormir. Le lendemain matin, je suis allé à la bibliothèque publique. Je ne voulais pas faire de recherche là-dessus sur notre ordinateur personnel ou mon téléphone. Je devais être prudente. J'ai utilisé un ordinateur public pour rechercher les registres immobiliers, les dépôts de SCI, les rapports d'inspection. Il m'a fallu 3 jours de recherche pour comprendre ce que faisait Gaspard. Il avait créé un réseau de sociétés civiles immobilières, SCI, chacune enregistrée sous des noms légèrement différents, chacune détenant une seule propriété. Quand il achetait des propriétés, il faisait faire des inspections minimales, falsifiait des documents montrant que tout allait bien, puis les revendait rapidement à des acheteurs qui faisaient confiance aux documents. Au moment où le vrai problème faisait surface, la SCI était dissoute et Gaspard était intouchable. C'était intelligent. C'était aussi complètement illégal. La place commerciale de la Rive était le plus grand projet à ce jour. Une propriété de 2,3 millions d'euros avec d'importants problèmes de fondation que Gaspard dissimulait. J'ai trouvé le rapport d'inspection original, enfoui dans les archives publiques, celui qui disait que le bâtiment nécessitait des travaux structurels étendus avant de pouvoir être occupé en toute sécurité. Ce rapport avait disparu des dossiers officiels de la mairie. À sa place se trouvait une inspection élogieuse montrant que tout était parfait. J'ai tout imprimé à la bibliothèque. J'ai payé en espèces. J'ai conduit jusqu'à une unité de stockage que j'avais louée 3 villes plus loin, en utilisant de l'argent provenant de petits travaux de design dont Gaspard ne savait rien, et j'ai enfermé les documents à l'intérieur. Puis je suis rentré chez moi et j'ai préparé le dîner. Madame Fournier est passée ce jeudi-là avec des nouvelles. Elle rayonnait de fierté, vibrant presque d'excitation. Gaspard m'a parlé de l'affaire de la Rive, dit-elle, sirotant le thé que j'avais préparé. 2,3 millions d'euros. Pouvez-vous imaginer? J'ai toujours su que mon fils ferait de grandes choses. C'est impressionnant, dis-je doucement. Pliant des serviettes qui n'avaient pas besoin d'être pliées. Vous savez, ma chère, vous devriez vraiment vous intéresser davantage à ces affaires. Une femme devrait comprendre ce que fait son mari. Elle fit une pause, me donnant ce sourire. Bien que, je suppose que les chiffres ne sont pas vraiment votre truc. N'est-ce pas? Je suppose que non, dis-je. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais devenu très doué avec les chiffres. Je m'étais appris à lire les états financiers, à suivre l'argent à travers des sociétés écrans, à repérer les irrégularités dans les documents fiscaux.
J'avais passé des heures en ligne à apprendre auprès de comptables légistes qui écrivaient des blogs, de forums juridiques, d'affaires judiciaires similaires à ce que je soupçonnais Gaspard de faire. J'avais aussi fait autre chose, quelque chose qui ferait toute la différence. 2 semaines après avoir entendu la conversation téléphonique de Gaspard, j'ai contacté quelqu'un qui l'avait escroqué il y a des années, un homme nommé Léon Bernard. Léon avait été le partenaire commercial de Gaspard au début de l'entreprise. Il s'était brouillé à cause de différences éthiques, ce que je comprenais maintenant signifiait que Léon n'avait pas voulu commettre de fraude. Gaspard l'avait forcé à partir, avait gardé tous les biens et avait laissé Léon avec rien d'autre que des frais d'avocat. J'ai trouvé Léon grâce aux archives publiques de leur partenariat dissous. Je lui ai envoyé un email depuis un compte crypté lui demandant s'il serait prêt à parler des pratiques commerciales de Gaspard. Je ne me suis pas identifié. J'ai dit que j'étais une partie concernée rassemblant des informations. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant à 40 minutes de chez moi. Léon avait la cinquantaine, l'air fatigué, portant une veste de travail qui avait connu des jours meilleurs. Quand je me suis assise en face de lui, il étudia mon visage un long moment. « Vous êtes la femme, dit-il. » Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête. Il recommence, n'est-ce pas? Les fausses inspections, les sociétés écrans. Oui, dis-je. Pire qu'avant, je pense. Léon rit, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Il m'a presque détruit. M'a tout coûté. Ma réputation, mes économies, mon mariage, et Madame Fournier l'a aidé à le faire. Elle avait des relations à la mairie. Aplanissait les choses chaque fois que des questions se posaient sur ses projets. Je pris des notes. Léon parla pendant 2 heures, expliquant comment le système fonctionnait, me donnant des noms d'inspecteurs qui avaient été soudoyés, de fonctionnaires que Madame Fournier avait influencés. Il avait des documents, 2 vieux dossiers qu'il avait conservés de leur partenariat, des preuves qu'il avait recueillies lors de leur bataille juridique, mais qu'il n'avait jamais pu utiliser parce que Gaspard avait réglé à l'amiable avec un accord de non-divulgation. « Pourquoi m'aidez-vous » ai-je demandé finalement. « Parce que quelqu'un doit l'arrêter avant qu'il ne blesse plus de gens. Ces bâtiments qu'il vend, ils sont dangereux. Les coins sont coupés partout. Ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne soit blessé. » Léon poussa une clé USB sur la table. « Tout ce que j'ai est là-dessus. Utilisez-le comme vous le souhaitez. » Je pris la clé. « Merci. Ne me remerciez pas encore. Affronter les Fournier n'est pas facile. Ils ont de l'argent, des relations, des avocats. Madame Fournier a la moitié de la ville dans sa poche. Je sais, dis-je. C'est pourquoi je suis prudente. L'étape suivante fut de trouver un expert comptable légiste, quelqu'un de discret, quelqu'un qui pourrait tracer l'argent de Gaspard sans l'alerter. Je l'ai trouvé grâce à un réseau en ligne de professionnels spécialisés dans les affaires de divorce, une femme nommée Carmen Rodriguez, qui travaillait indépendamment et avait la réputation d'être méticuleuse et silencieuse. Je l'ai payée en espèces depuis le compte que Gaspard ne connaissait pas. La question flottait dans la salle d'audience comme de la fumée après une explosion. « Monsieur Fournier, avez-vous mis une propriété de 2,3 millions d'euros au nom de votre épouse ?» Je regardais la gorge de Gaspard travailler alors qu'il déglutissait. Ses yeux se posèrent sur Maître Leclerc, puis sur Madame Fournier, puis de nouveau sur la juge. Il calculait, essayant de comprendre ce que la juge Rousseau savait, combien de dégâts il pouvait réparer. « Votre honneur, Maître Leclerc interjeta, se levant si vite que sa chaise racla le sol. Je dois vraiment insister pour un aparté. Cette ligne de questions est très irrégulière, et... Asseyez-vous, Maître Leclerc. » La voix de la juge Rousseau était assez tranchante pour couper du verre. Je déterminerai ce qui est irrégulier dans ma salle d'audience. Monsieur Fournier, répondez à la question. Gaspard s'éclaircit la gorge. La propriété a été achetée comme un investissement. Parfois, dans l'immobilier, nous structurons la propriété de différentes manières à des fins fiscales. Et ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avez-vous placé la propriété uniquement au nom de votre épouse? Oui ou non? Le silence s'étira. J'entendis le téléphone de quelqu'un sonner au dernier rang. La respiration de Madame Fournier était devenue superficielle. Oui, dit enfin Gaspard, mais c'était une décision commerciale. Claire n'avait aucune implication dans. Aucune implication, la juge Rousseau l'interrompit. Elle souleva plusieurs papiers de son banc.
Selon l'acte déposé au service du cadastre de la préfecture, la signature de Claire Dubois apparaît sur le contrat d'achat, le transfert de titres et les documents de propriété. Affirmez-vous que ce ne sont pas ces signatures? Je savais exactement où cela allait. Gaspard aussi, à en juger par la façon dont la couleur se retirait de son visage. J'ai peut-être signé des documents en son nom, dit Gaspard prudemment. Avec sa permission, bien sûr. Elle comprenait que c'était pour notre bénéfice financier. La juge Rousseau me regarda directement pour la première fois. Mademoiselle Dubois, avez-vous donné à votre mari la permission de signer votre nom sur des documents liés à la propriété de la place commerciale de la Rive? C'était ça. 5 ans d'attente, de documentation, de planification, 5 ans d'invisibilité. Je me levai lentement, sentant tous les regards du tribunal sur moi. Non, votre honneur, dis-je, je ne lui ai jamais donné la permission. Je ne savais même pas que la propriété existait avant il y a 2 ans. Le tribunal éclata. Les chuchotements devinrent des voix. Les voix devinrent du bruit. Madame Fournier fit un bruit comme un halètement étranglé. Maître Antoine Leclerc était de nouveau debout, s'objectant, mais la juge Rousseau le fit taire d'un seul regard. À l'ordre, dit-elle, son marteau s'abattant une fois. La pièce se tut. Mademoiselle Dubois, vous dites que votre mari a falsifié votre signature? Oui, votre honneur. Le visage de maître Leclerc était passé de pâle à presque gris. Il se pencha, chuchotant de toute urgence à Gaspard, qui secouait la tête, la mâchoire si serrée que je pouvais voir le muscle sauter. Votre honneur, maître Leclerc essaya de nouveau, sa voix tendue maintenant, manquant de la confiance fluide d'auparavant. Mon client a peut-être commis une erreur administrative de jugement, mais je vous assure qu'il n'y avait aucune intention malveillante. C'était une question de commodité dans un mariage, pas de falsification. La falsification est de la falsification, maître Leclerc, quel que soit l'état matrimonial. La juge Rousseau se tourna vers mon avocate. Maître Chénier, avez-vous des preuves pour étayer la déclaration de votre cliente? Léa se leva et je vis quelque chose traverser le visage de Gaspard, de la reconnaissance. Il la connaissait ou en avait entendu parler. Elle était l'une des meilleures avocates en litige financier et légal de l'État, spécialisée dans les cas de fraude financière. Je l'avais engagée il y a 8 mois, payant son avance avec de l'argent que j'avais soigneusement économisé grâce à des projets de design dont je n'avais jamais parlé à Gaspard. Oui, votre honneur. Nous avons soumis notre dossier de preuve au tribunal il y a 3 semaines. Il comprend une analyse graphologique d'un expert certifié comparant la signature réelle de Mademoiselle Dubois aux signatures sur les documents de la Rive. La conclusion de l'expert est définitive. Les signatures ont été falsifiées. Léa s'avança, remettant des documents au greffier qui les transmit à la juge Rousseau. Nous avons également des documents montrant que Mademoiselle Dubois n'a jamais été informée de cet achat de propriété, n'a jamais reçu de divulgation financière à son sujet et n'a jamais bénéficié des revenus qu'elle a générés. En fait, votre honneur, notre enquête a révélé quelque chose de plus troublant. C'était le moment. La pièce d'information qui allait tout faire éclater. La place commerciale de la Rive a été achetée avec des fonds provenant de sources douteuses, puis enregistrée au nom de Mademoiselle Dubois spécifiquement pour protéger Monsieur Fournier de toute responsabilité. La propriété présente d'importants problèmes structurels qui ont été dissimulés par des rapports d'inspection falsifiés. Maître Leclerc se leva d'un bond. Objection. Ce sont des accusations folles sang. J'ai le rapport d'inspection original ici, continua Léa, sa voix calme et ferme. Celui qui montre que le bâtiment a des problèmes de fondation nécessitant plus d'un demi-million d'euros de réparation avant de pouvoir être occupé en toute sécurité. J'ai aussi le rapport falsifié qui a été déposé à la mairie montrant que le bâtiment a passé toutes les inspections. Et j'ai des documents de paiements effectués à l'inspecteur Thomas Morel, qui a soudainement déposé 15 000 € en espèces la même semaine que le faux rapport d'inspection a été déposé. La salle d'audience était devenue complètement silencieuse. Pas un chuchotement, pas un souffle. La juge Rousseau lisait les documents, son expression s'assombrissant à chaque page. Quand elle leva les yeux, ils étaient durs. Maître Leclerc, avez-vous examiné ces preuves avant aujourd'hui? La bouche de Maître Leclerc s'ouvrit et se referma. Votre honneur, j'ai reçu les documents de la découverte, mais ces documents spécifiques. Ils ont été soumis à ce tribunal il y a 3 semaines par les voies appropriées avec des copies envoyées à votre bureau par courrier recommandé signé par votre adjoint le 18 novembre.
La juge Rousseau brandit un reçu. Êtes-vous en train de me dire que vous n'avez pas examiné les preuves soumises par la partie adverse? J'ai presque eu pitié de maître Leclerc. Presque. Il avait bâti sa réputation en détruisant des gens comme moi au tribunal. Il était entré ici s'attendant à une victoire facile, une femme effrayée sans ressources. Il n'avait pas pris la peine de regarder ce que nous avions déposé parce qu'il était si sûr de sa victoire. Il doit y avoir eu une erreur de communication dans mon bureau, balbutia maître Leclerc. Si je pouvais avoir le temps de revoir. Vous avez eu 3 semaines, dit froidement la juge Rousseau. Maître Chénier, continuez. Léa sortit un autre dossier. La propriété de la rive n'est pas la seule, votre honneur. Au cours des 4 dernières années, Monsieur Fournier a placé cette propriété au nom de son épouse à son insu ou sans son consentement. La valeur totale dépasse 8 millions d'euros. Chaque propriété a été achetée par le biais de sociétés civiles immobilières qui ont été dissoutes peu après la vente, et chaque propriété présentait des problèmes similaires de problèmes structurels ou de sécurité dissimulés. Je pouvais voir les mains de Gaspard trembler maintenant. Il agrippait le bord de la table, ses jointures blanches. Madame Fournier était restée complètement immobile à sa place derrière lui, son visage figé dans une expression à mi-chemin entre le choc et la rage. Monsieur Fournier utilisait son épouse comme un bouclier inconscient, continua Léa. Si les acheteurs découvraient les problèmes et poursuivaient, les SCI étaient déjà dissoutes et les propriétés étaient au nom de Claire Dubois. Ils pouvaient prétendre qu'elle était la propriétaire, qu'ils n'avaient aucune connaissance ni responsabilité. C'est un schéma de fraude sophistiqué qui opère depuis des années. La juge Rousseau posa les papiers. Monsieur Fournier, je vais vous demander à nouveau, et je vous suggère fortement de réfléchir très attentivement avant de répondre. Avez-vous falsifié la signature de votre épouse sur des documents de propriété? Gaspard regarda maître Leclerc, qui fit le plus petit signe de tête, un avertissement d'avocat de ne pas s'incriminer. Mais Gaspard était piégé. S'il le niait, l'analyse graphologique prouverait qu'il mentait sous serment. S'il l'admettait, il avouait une fraude. J'ai peut-être signé son nom sur certains documents, dit Gaspard lentement. Mais elle était ma femme. Nous étions partenaires. Tout ce que je faisais était pour notre bénéfice, pour notre avenir. Pour votre bénéfice, corrigea la juge Rousseau. Mademoiselle Dubois n'a vu aucun des profits de ses propriétés. Correct? L'argent est allé sur nos comptes joints, protesta Gaspard. Elle y avait accès à. Votre honneur, interrompit Léa. Nous avons des relevés bancaires montrant que Monsieur Fournier a en fait déposé les revenus sur des comptes séparés auxquels Mademoiselle Dubois n'avait pas accès. Des comptes qu'elle ne connaissait même pas. Madame Fournier retrouva enfin sa voix. C'est absurde. Elle se leva, ses perles se balançant alors qu'elle gesticulait avec colère. Mon fils ne ferait jamais. Madame Fournier, asseyez-vous, ordonna la juge Rousseau. Une autre de vos phrases et je vous ferai expulser de cette salle d'audience. Madame Fournier s'assit, mais son visage était rouge de fureur. La juge Rousseau se tourna vers Léa. Vous avez mentionné des paiements à un inspecteur du bâtiment. Avez-vous des preuves d'autres pots de vin ou activités frauduleuses? Oui, votre honneur. Nous avons des documents de multiples paiements à des fonctionnaires municipaux, des rapports d'inspection falsifiés et des certifications falsifiées pour les 7 propriétés. Nous avons également identifié que Madame Patricia Fournier a utilisé ses relations et son influence pour faciliter plusieurs de ces transactions. Madame Fournier était de nouveau debout avant que la juge Rousseau ne puisse l'arrêter. C'est un mensonge. Je n'ai jamais. Ma réputation dans cette communauté est irréprochable et je ne resterai pas assise ici pendant qu'une opportuniste. Le marteau s'abattit lourdement. Madame Fournier, vous êtes en outrage à la cour. Greffier, veuillez l'escorter hors de la salle d'audience. Vous ne pouvez pas faire ça. La voix de Madame Fournier monta en un cri perçant alors que le greffier s'approchait. Savez-vous qui je suis? Savez-vous le genre de relation que j'ai dans cette ville? Je sais exactement qui vous êtes, dit froidement la juge Rousseau. Et en ce moment, vous êtes quelqu'un qui perturbe ma salle d'audience. Éloignez-la. J'ai regardé Madame Fournier être conduite dehors, protestant toujours, son tailleur Chanel crème ayant l'air soudainement moins élégant et plus ridicule. Elle se retourna pour regarder Gaspard, puis moi. Son visage déformé par la rage et autre chose. La peur. Une vraie peur.
Les portes se refermèrent derrière elle. La salle d'audience avait éclaté dans le chaos. Les reporters tapaient frénétiquement sur leur téléphone. Les spectateurs chuchotaient. Et je pouvais voir quelqu'un au dernier rang enregistrer sur son téléphone malgré les panneaux interdits d'enregistrer affichés partout. La juge Rousseau rétablit l'ordre avec un autre coup de marteau. Maître Chénier, je veux tout voir. Chaque document, chaque preuve que vous avez concernant ces propriétés et la fraude présumée. Votre honneur, nous avons tout préparé. Léa s'avança avec une boîte de dossiers que je n'avais même pas remarqué qu'elle avait apportée. Elle était lourde. Je pouvais le dire à la façon dont elle la portait. 5 ans de ma vie dans une boîte. Pendant que le greffier aidait à disposer les documents sur une table d'appoint, je me suis enfin permis de regarder Gaspard. De vraiment le regarder. Il me fixait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ni colère, ni mépris, ni l'indifférence froide qu'il avait perfectionnée pendant 5 ans. C'était quelque chose de brut et de désespéré. Il me voyait enfin. Pas la femme silencieuse qui préparait le dîner et restait à l'écart. Pas la femme qu'il pouvait contrôler et rejeter. Il voyait la personne qui avait documenté chaque mouvement, chaque erreur, chaque crime, alors qu'il pensait qu'elle était trop stupide pour le remarquer. Depuis quand, dit-il, sa voix à peine un murmure. Depuis quand le sais-tu? Je ne répondis pas. La juge Rousseau lisait des documents maintenant, son expression s'assombrissant à chaque page. Maître Leclerc, dit-elle sans lever les yeux. Je vois ici des preuves de fraude systématique, de falsification, de corruption de fonctionnaires, et de falsification de rapports d'inspection de sécurité. Je vois aussi ce qui semble être du blanchiment d'argent par le biais de sociétés écrans. Souhaitez-vous réviser vos déclarations précédentes selon lesquelles il s'agissait d'une affaire de divorce simple? Maître Leclerc semblait sur le point de vomir. Votre honneur, je n'ai pas été informé de l'étendue complète de. Mon client n'a pas divulgué. Ce n'est pas mon problème, conseiller, dit froidement la juge Rousseau. La juge posa les papiers et regarda Gaspard. Monsieur Fournier, je vais vous demander à nouveau, et je vous suggère fortement de réfléchir très attentivement avant de répondre. Avez-vous falsifié la signature de votre épouse sur des documents de propriété? Gaspard regarda Maître Leclerc, qui fit le plus petit hochement de tête, l'avertissement d'un avocat de ne pas s'incriminer. Mais Gaspard était piégé. S'il le niait, l'analyse graphologique prouverait qu'il mentait sous serment. S'il l'admettait, il avouait une fraude. J'ai peut-être signé son nom sur certains documents, dit Gaspard lentement. Mais elle était ma femme. Nous étions partenaires. Tout ce que je faisais était pour notre bénéfice, pour notre avenir. Pour votre bénéfice, corrigea la juge Rousseau. Mademoiselle Dubois n'a vu aucun des profits de ses propriétés. Correct? L'argent est allé sur nos comptes joints, protesta Gaspard. Elle y avait accès à. Votre honneur, interrompit Léa. Nous avons des relevés bancaires montrant que Monsieur Fournier a en fait déposé les revenus sur des comptes séparés auxquels Mademoiselle Dubois n'avait pas accès. Des comptes qu'elle ne connaissait même pas. Madame Fournier retrouva enfin sa voix. C'est absurde. Elle se leva, ses perles se balançant alors qu'elle gesticulait avec colère. Mon fils ne ferait jamais. Madame Fournier, asseyez-vous, ordonna la juge Rousseau. Une autre de vos frasques et je vous ferai expulser de cette salle d'audience. Madame Fournier s'assit, mais son visage était rouge de fureur. La juge Rousseau se tourna vers Léa. Vous avez mentionné des paiements à un inspecteur du bâtiment. Avez-vous des preuves d'autres pots de vin ou activités frauduleuses? Oui, votre honneur. Nous avons des documents de multiples paiements à des fonctionnaires municipaux, des rapports d'inspection falsifiés et des certifications falsifiées pour les 7 propriétés. Nous avons également identifié que Madame Patricia Fournier a utilisé ses relations et son influence pour faciliter plusieurs de ces transactions. Madame Fournier était de nouveau debout avant que la juge Rousseau ne puisse l'arrêter. C'est un mensonge. Je n'ai jamais. Ma réputation dans cette communauté est irréprochable et je ne resterai pas assise ici pendant qu'une opportuniste. Le marteau s'abattit lourdement. Madame Fournier, vous êtes en outrage à la cour. Greffier, veuillez l'escorter hors de la salle d'audience. Vous ne pouvez pas faire ça. La voix de Madame Fournier monta en un cri perçant alors que le greffier s'approchait. Savez-vous qui je suis? Savez-vous le genre de relation que j'ai dans cette ville?
Je sais exactement qui vous êtes, dit froidement la juge Rousseau. Et en ce moment, vous êtes quelqu'un qui perturbe ma salle d'audience. Éloignez-la. J'ai regardé Madame Fournier être conduite dehors, protestant toujours, son tailleur Chanel crème ayant l'air soudainement moins élégant et plus ridicule. Elle se retourna pour regarder Gaspard, puis moi. Son visage déformé par la rage et autre chose. La peur. Une vraie peur. Les portes se refermèrent derrière elle. La salle d'audience avait éclaté dans le chaos. Les reporters tapaient frénétiquement sur leur téléphone. Les spectateurs chuchotaient. Et je pouvais voir quelqu'un au dernier rang enregistrer sur son téléphone malgré les panneaux interdits d'enregistrer affichés partout. La juge Rousseau rétablit l'ordre avec un autre coup de marteau. Maître Chénier, je veux tout voir. Chaque document, chaque preuve que vous avez concernant ces propriétés et la fraude présumée. Votre honneur, nous avons tout préparé. Léa s'avança avec une boîte de dossiers que je n'avais même pas remarqué qu'elle avait apportée. Elle était lourde. Je pouvais le dire à la façon dont elle la portait. 5 ans de ma vie dans une boîte. Pendant que le greffier aidait à disposer les documents sur une table d'appoint, je me suis enfin permis de regarder Gaspard. De vraiment le regarder. Il me fixait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ni colère, ni mépris, ni l'indifférence froide qu'il avait perfectionnée pendant 5 ans. C'était quelque chose de brut et de désespéré. Il me voyait enfin. Pas la femme silencieuse qui préparait le dîner et restait à l'écart. Pas la femme qu'il pouvait contrôler et rejeter. Il voyait la personne qui avait documenté chaque mouvement, chaque erreur, chaque crime, alors qu'il pensait qu'elle était trop stupide pour le remarquer. Depuis quand, dit-il, sa voix à peine un murmure. Depuis quand le sais-tu ? Je ne répondis pas. La juge Rousseau lisait des documents maintenant, son expression s'assombrissant à chaque page. Maître Leclerc, dit-elle sans lever les yeux. Je vois ici des preuves de fraude systématique, de falsification, de corruption de fonctionnaires, et de falsification de rapports d'inspection de sécurité. Je vois aussi ce qui semble être du blanchiment d'argent par le biais de sociétés écrans. Souhaitez-vous réviser vos déclarations précédentes selon lesquelles il s'agissait d'une affaire de divorce simple ? Maître Leclerc semblait sur le point de vomir. Votre honneur, je n'ai pas été informé de l'étendue complète de. Mon client n'a pas divulgué. Ce n'est pas mon problème, conseiller. La juge Rousseau s'assit et regarda Gaspard. Monsieur Fournier, je transmets cette affaire au parquet pour enquête criminelle. Je place également un gel immédiat sur tous les biens liés aux 7 propriétés que Maître Chénier a identifiées, en attendant une enquête plus approfondie. Vous ne pouvez pas faire ça, dit Gaspard, sa voix montant. Ce sont mes affaires. Mais ce sont des propriétés frauduleusement placées au nom de votre épouse pour éviter toute responsabilité. Achetées avec des fonds potentiellement illégaux et liés à des documents falsifiés et à la corruption. Je peux absolument les geler. Léa sortit un autre dossier. Je savais ce qui allait suivre. C'était la partie qui avait pris le plus de temps à documenter, la partie qui avait fait le plus mal à découvrir. Votre honneur, il y a plus. Nous avons des preuves des affaires extra-conjugales de Monsieur Fournier s'étendant sur toute la durée du mariage. Bien que nous comprenions que l'infidélité seule ne soit pas un motif de partage des biens dans cette région, l'impact financier de ces affaires est pertinent. Elle exposa des relevés bancaires imprimés, des relevés de cartes de crédit, des reçus. Monsieur Fournier a dépensé des fonds matrimoniaux pour ses affaires, chambres d'hôtel, bijoux, vacances, loyer d'appartement pour au moins une femme. Les dépenses totales sur 5 ans dépassent 200 000 € provenant de comptes joints. J'avais chaque reçu, chaque frais d'hôtel, chaque bijou qu'il avait acheté pour des femmes qui n'étaient pas moi. Je les avais trouvés dans ses emails, dans ses relevés de cartes de crédit, dans la boîte à gants de sa voiture. Alors qu'il appelait mon travail de petit projet, alors que Madame Fournier critiquait chaque repas que je cuisinais, alors qu'ils m'avaient tous deux fait me sentir sans valeur, j'avais construit une archive de ces trahisons. Nous avons également des enregistrements, continua Léa. Cela fit relever la tête de Gaspard. Quels enregistrements ? Mademoiselle Dubois a enregistré plusieurs conversations au cours des 2 dernières années. Des conversations où vous avez discuté de vos pratiques commerciales frauduleuses, où vous avez admis avoir falsifié des documents. Où vous avez planifié comment structurer des transactions pour éviter toute responsabilité légale.
La nuit où je l'avais entendu au téléphone à propos de l'inspection de la rive n'était pas la seule fois. J'avais enregistré des dizaines de conversations après cela. Parfois à travers le mur, parfois sur mon téléphone, laissé en enregistrement dans mon sac pendant ses réunions d'affaires à notre maison, parfois sur un petit appareil que j'avais caché dans son bureau. J'avais appris que dans notre région, une seule partie devait consentir à un enregistrement. J'étais cette partie. La juge Rousseau écouta 3 enregistrements. La voix de Gaspard emplit la salle d'audience, décontractée et confiante, discutant de fraude comme d'autres discutaient de listes de courses, parlant de payer des inspecteurs, de falsifier des documents, d'utiliser des sociétés écrans pour éviter toute responsabilité. Dans un enregistrement, la voix de Madame Fournier apparut aussi, le conseillant sur les membres du conseil municipal à approcher, les fonctionnaires qui étaient flexibles sur les réglementations. Quand le 3e enregistrement se termina, le silence dans la salle d'audience était absolu. Maître Leclerc tenta une dernière fois. Votre honneur, je demande un ajournement immédiat afin que je puisse consulter mon client sur. Requête rejetée. La voix de la juge Rousseau était glaciale. J'en ai assez entendu. Voici ma décision. Tout le monde se pencha en avant. Ce mariage est dissous avec effet immédiat. Mademoiselle Dubois reçoit la résidence principale, 50% de tous les biens matrimoniaux légitimes, et une pension alimentaire de 8 000 € par mois pendant 5 ans. Les 7 propriétés frauduleusement placées à son nom resteront gelées en attendant une enquête criminelle. Et Mademoiselle Dubois ne sera pas tenue responsable des conséquences légales découlant des actions de son mari concernant ses propriétés. Gaspard fit un bruit comme s'il avait été frappé. De plus, j'émets une ordonnance d'interdiction. Monsieur Fournier et Madame Patricia Fournier ne doivent avoir aucun contact avec Mademoiselle Dubois compte tenu de la gravité de la fraude documentée ici. Je transmets également cette affaire non seulement au parquet, mais au Bureau fédéral d'investigation. La fraude immobilière qui franchit les limites de plusieurs régions relève de la juridiction fédérale. Et je crois que c'est le cas pour au moins 3 de ces propriétés. À travers la fenêtre, je pouvais voir du mouvement à l'extérieur du palais de justice. Voitures de police, véhicules fédéraux. Ils attendaient. La juge Rousseau regarda Gaspard et son expression contenait quelque chose comme du dégoût. Monsieur Fournier, vous êtes entré dans cette salle d'audience en vous attendant à détruire votre épouse. Au lieu de cela, vous vous êtes détruit vous-même. L'audience est levée. Le marteau s'abattit. Tout se produisit en même temps. Maître Leclerc essayait de parler à Gaspard, qui l'ignorait, me fixant avec cette même expression choquée. Des agents fédéraux entraient dans la salle d'audience. Les reporters se précipitaient vers les portes. Léa rassemblait nos documents, son visage professionnellement neutre, mais ses yeux brillants de victoire. 2 agents s'approchèrent de Gaspard. Monsieur Fournier, nous avons besoin que vous veniez avec nous pour répondre à quelques questions. Suis-je en état d'arrestation? Sa voix craqua sur le dernier mot. Pas pour le moment, mais nous vous suggérons fortement de coopérer. Ils le conduisirent vers la porte. Il se retourna pour me regarder une dernière fois. Claire, tu ne comprends pas ce que tu as fait. Ces propriétés, ces affaires. C'était notre avenir, notre sécurité. Je me levai, ramassant mon mince dossier. Après 5 ans de silence, de me faire petite, d'être invisible, je prononçai enfin les mots que j'avais gardés. Non, Gaspard, c'était ta série de crimes. Ceci est mon avenir. Je le dépassais les agents, dépassais Maître Leclerc, qui passait frénétiquement des appels téléphoniques. Dans le couloir, Madame Fournier se disputait avec la sécurité du palais de justice, exigeant d'être autorisée à rentrer. Quand elle me vit, son visage se tordit de pure haine. Espèce de petite vindicative, tu as tout ruiné. Tu comprends ce que tu as fait à cette famille. Je m'arrêtai, la regardai. Cette femme qui avait passé 5 ans à me faire sentir sans valeur. J'ai tout documenté, dis-je simplement. Chaque insulte, chaque manipulation, chaque fois que vous vous êtes introduite chez moi et m'avez traité comme si je n'existais pas. Tout est écrit. Et si vous vous approchez de moi à nouveau, mon avocate a pour instruction de déposer des plaintes pour harcèlement. Sa bouche s'ouvrit et se referma, mais aucun son n'en sortit. Je sortis du palais de justice sous le soleil de l'après-midi. Les caméras étaient toujours là, mais maintenant elles étaient braquées sur les agents fédéraux. Sur Gaspard étant conduit vers une voiture banalisée pour être interrogé,
sur Madame Fournier criant à quiconque voulait bien l'écouter. Personne ne me regardait. J'étais de nouveau invisible, mais cette fois par choix.